Espace TV, le 22h. Vous nous regardez sur les graviers de Vasseredou dans Massanta et sur les rochers de Wansan à Pita. Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et voici les titres du journal. Le projet de développement de la chaîne des valeurs du riz passe à sa phase de pilotage. Après son lancement, les coordinateurs ont eu ce jeudi des travaux d'échange pour des recommandations. Vous aurez les échos dans ce journal. C'est une fin de calvaire pour les vendeuses de poissons au port de Bonfim dans la commune de Matam. Elles ont désormais une unité de fabrique de glace, une matière indispensable à la conservation des produits halieutiques. L'initiative est de la société Tourés Holding Industry en collaboration avec le ministère des Pêches. Et puis, nous sommes jeudi, comme tous les autres jeudis d'ailleurs, Jeudi Sport. Vous recevrez sur ce plateau Paul Fatia Tunkara pour nous dire tout sur l'actualité sportive. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Après le projet de développement de la chaîne de valeur du riz, place à présent à la première session du comité de pilotage dirigé par le coordinateur national du dit projet. Au terme des échanges, des recommandations importantes ont été faites. On fait le point avec Antoinette Dédé Onivogui. La Guinée importe environ 600 000 tonnes de riz par an. Pourtant, elle regorge d'un potentiel remarquable qui pouvait lui permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce projet veut d'ici 2025 réduire à 30% ses importations et mettre en valeur la production locale. Pendant cette session de travail, le projet a présenté le programme de travail de l'année 2021. Donc, du point de vue aménagement hydro-agricole, c'est 2730 hectares, 180 km de pistes rurales, 4 mini-rizeries, 40 aires de stockage, 16 magasins de stockage et d'entrepôt, la formation à grande échelle de 640 jeunes qui sont appelés à devenir des entrepreneurs dans le secteur agricole. Donc une ligne de crédit de $2 millions pour faciliter donc, la création de PME par les femmes et les jeunes, et puis pour l'intensification de leurs activités. Le ministère du Commerce, partie prenante du projet, travaillera à son tour dans l'objectif de sensibiliser les consommateurs et les opérateurs économiques afin de valoriser la commercialisation des produits locaux et faciliter l'accès au marché. Si par le fait du projet, on peut contrebalancer les importations grâce à une production intérieure suffisante, c'est toute chose qui est voulue par la politique commerciale. Donc le projet est vraiment en adéquation avec l'objectif du gouvernement dans le secteur du commerce. En dépit d'être les principales bénéficiaires, ces femmes se réjouissent des acquis du projet. Le fait de nous aider à avoir les matériels de transformation en grande quantité et encore le fonds de commercialisation et la formation, ça m'a beaucoup impressionné de plus. Anu ya feli malo gbere kana dama mbara na mbara malote projet nindo nato Miriam ka a wole ke kodo ba ni malo gbeni kana ke damna ya 50% projet ni Miriam ya la kana na continuer dati nya bulo mi mane la na la banto le ambara malole damto la Guinée. Le projet sera exécuté sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, sous l'œil vigilant de la Banque islamique de développement. Le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable a organisé ce jeudi une conférence nationale sur le climat en Guinée. Cette première édition se tient à la Blue Zone de Kaloum sous le thème Forêt et changement climatique. Quelle perspective pour le bois énergie en Guinée? Guinée Bemba Koulibaly, Amar Alexila. C'est à travers la projection d'un film sur ces différentes activités réalisées que le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable a lancé cette première édition. Objectif, contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Cette première édition de la conférence sur le climat organisée par l'ENACED nous paraît très utile
utile en termes de conscientisation des populations, des citoyens, utile en termes de conscientisation des autorités ainsi que des responsables qui dirigent les services institutionnels en charge de la lutte contre les changements climatiques, et utile aussi justement pour la mobilisation des fonds, parce que cette conférence voudrait dire en quelque sorte, voudrait montrer à l'opinion nationale comme internationale que la Guinée est engagée dans le cadre de la lutte sur le changement climatique. Pour sa part, le coordinateur national de l'ONG est revenu sur les différents projets réalisés dans le cadre du reboisement et de la restauration des zones impactées par la déforestation à travers le pays. Nous avons fait le reboisement en 2019. Nous avons reboisé 35 100 arbres à Bofa, à Douprou précisément. Dans la mangrove, nous avons restauré la mangrove, nous avons planté des arbres fruitiers et les arbres forestiers. En 2020, nous avons fait 365 000 arbres à Boké, à Bofa, à Kindia, à Forekaria, à Mamou et à Farana. Pour mener à bien la lutte contre les changements climatiques, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts invite tous les acteurs à s'impliquer. À tous les niveaux, qu'on soit au niveau des décideurs, qu'on soit au niveau des citoyens, et tous les acteurs de l'environnement en quelque sorte, parce que tout le monde est acteur de l'environnement, que tous les acteurs de l'environnement s'impliquent dans le cadre justement de cette lutte-là qui est amorcée contre les changements climatiques. Cette rencontre d'échange d'idées entre les acteurs de l'environnement dans sa première édition entre dans le cadre des préparatifs de la participation de la Guinée à la COP26 qui se tiendra au Royaume-Uni. C'est comme dans un film Far West et ça s'est passé ici à Conakry et Matoto précisément, c'était ce jeudi. C'est un présumé bandit qui s'est donné la mort à l'aide de sa propre arme. Il s'est tiré dessus après une attaque à main armée quelques minutes seulement avant cet assassinat de soi-même dans une boutique de transfert d'argent à Kondebougny. Son coéquipier, lui, a pris la fuite et s'en est allé. Rosaline Gauthier-Monemou, André Mossier-Belimono, Sadouba. Ce jeune s'est donné la mort ce jeudi après l'exécution d'une opération à main armée. Ils étaient deux lorsqu'ils ont braqué une agence de MoneyGram sise à Matoto Kondebougny. Selon le chef de l'agence, ils se sont fait passer pour des clients et sont répartis avec, entre autres, de l'argent, un ordinateur et des téléphones. Ils m'ont donné 1 million. Ils m'ont dit qu'ils veulent envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire. Je les ai dit, bon, arrangez votre argent. Ils m'ont dit, non, prenez l'argent, comptez. Le temps pour moi de compter l'argent, il y a un second qui a ouvert son sac, il a sorti l'arme. Il m'a braqué dessus, il m'a mis au respect que si je criais, qu'il allait me tuer. Donc j'ai exécuté, je me suis mis à terre, ils m'ont ligoté. Il y avait de l'argent qui était sur une table, ils ont récupéré tout l'argent, mon téléphone iPhone, une tablette, un petit téléphone, un ordinateur et un chargeur et un autre sac contenant de l'argent. Ils sont partis. Le second présumé bandit a pris la poudre d'escampette, mais pas son ami. Le chef de l'agence, qui a été victime de vol, a pu retrouver son sac d'argent sur le lieu du crime. Pour les autres effets volés, il compte porter plainte. Comme il y a un second qui est déjà en cavale, je vais porter plainte pour retrouver le second et éventuellement retrouver tout ce que j'ai perdu. Ce présumé bandit s'est donné la mort lorsque la population a voulu mettre main sur lui, à en croire ce témoin qui a été l'une de ses victimes. Il est venu avec un fusil. Il m'a demandé de quitter, sinon il allait tirer sur moi. Il m'a giflé, je suis tombé. La population voulait le prendre. C'est après, il s'est tiré dessus et son ami a pris la fuite. L'on ignore les vraies raisons qui auraient poussé ce jeune à se donner la mort, puisqu'il avait réussi l'opération avec son ami. Peut-être ils ne se sont pas compris pour le partage du butin. Peut-être aussi ils n'avaient pas la maîtrise de l'arme. Ils sont une trentaine de jeunes qui n'ont plus la possibilité de s'offrir un passeport guinéen. En cause, ils sont victimes d'usurpation d'identité à la police de l'air et des frontières au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La forfaiture, ils l'attribuent à un agent du département qui aurait plusieurs fois utilisé leur empreinte d'autres identités. Après plusieurs années de procédures engagées sans suite,
Ils sollicitent l'aide des autorités afin d'être rétablis dans leurs droits. Témoignage dans ce reportage signé Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. Ce sont plus de 30 jeunes qui ont été dupés par l'agent de police. Les faits remontent en 2018. Le policier, usant de l'ignorance des jeunes, à l'époque mineurs pour la plupart, les ont fait poser les empreintes sur des passeports à la direction générale de la police de l'air. Le monsieur nommé Mokhtar Tawel Kamara est un agent de la police. Il nous prenait dans le quartier un à un, nous amenait à Koléa là-bas pour aller faire des empreintes au nom d'une autre identité. Donc, pour cela, nous avons fait une réunion ici. Nous avons décidé de porter plainte contre lui. Nous sommes allés au tribunal Mafanko, au COU 3 et au niveau de l'inspection générale là-bas à Koléa. Puis en place aussi, on nous a situé d'aller vers la DPG aussi. Fatou Kondé est l'une des victimes. Elle dit avoir posé son empreinte au nom d'une autre personne lorsqu'elle avait 13 ans. Sa première fois d'ailleurs de m'être pillée dans l'enceinte du département. Je suis rentrée, quand je me suis assise là-bas, j'ai pris beaucoup de temps là-bas. Après maintenant, on a dit, je ne sais pas si c'était Fatoumata Binta ou Binta. J'ai répondu au nom. Je suis rentrée, quand je suis rentrée alors, on m'a pris les photos. Quand on m'a fait des photos, j'ai mis ma main sur l'empreinte. Après, je suis sortie maintenant. J'étais arrêté au rang maintenant. Quand ils ont appelé le nom, j'ai répondu. Après, je suis rentré dans la salle maintenant. Une fois dans la salle, on m'a dit de m'arrêter. Je me suis arrêté. On m'a pris en photo directe. La dame me dit, viens mettre ta main ici. Je suis allé mettre ma main. Donc moi, j'ai fait de l'empreinte, du passeport, je ne savais rien en ce moment. Avec quel âge? Pour mieux comprendre, nous avons été voir le directeur central de la police de l'air et des frontières qui dit ne pas être saisi du dossier. Il demande aux victimes d'ouvrir une enquête judiciaire contre le fossoyeur. Pourtant, les victimes disent avoir saisi la direction nationale de la police judiciaire sans succès. Actuellement, nous sommes au niveau de la DPJ. Mais jusqu'à présent, la DPJ, on ne voit aucune bonne réaction qui prouve réellement qu'ils veulent nous aider dans notre affaire-là. Il y a un commissaire même qui nous a dit là-bas flagramment de payer de l'argent, de lui donner de l'argent, sinon il ne va pas poursuivre notre cas. Même aujourd'hui, je l'ai appelé, il ne me répond même pas, il a raccroché mon appel. Pour avoir leur empreinte sur des passeports de tierces personnes, ces jeunes peinent aujourd'hui à se procurer un document de voyage. Mais avec le concours de la justice, ils espèrent bien être rétablis dans leurs droits et sortir de cette situation dans laquelle l'agent de police, à ce jour introuvable, les a embarqués. Il faut que la loi soit appliquée dans cette affaire. Force doit rester à la loi. Ces mots sont des frères de la communauté Saint-Jean de Kendoumaya dans les conflits qui les opposent à la population locale. Ils étaient en conférence de presse hier mercredi au monastère de Kendoumaya, au cours de laquelle les moines ont tenu à apporter quelques clarifications. André Mossier Milmouno, Aboubakar Kekebangoura. Preuve à l'appui, les frères de la communauté Saint-Jean apportent de nouveaux éléments dans l'affaire les opposant à la communauté villageoise de Kendoumaya. Selon les moines, lors de leur installation dans ce village, seulement 2 doléances avaient été formulées par les villageois. Des doléances qu'ils ont ensuite honorées. Et 2 doléances, Monseigneur l'archevêque n'a jamais promis. Et nous mettons au défi quiconque de nous sortir les papiers où l'Église catholique, qui est une institution organisée, a promis de réaliser le bitumage de la route Koya-Kendoumaya, l'électrification de l'ensemble de la localité, la construction des hôpitaux et des salles de classe, des complexes scolaires, tels que aujourd'hui c'est transformé par les manipulateurs qui ne veulent pas la paix et la cohésion sociale entre nous et le village. Ces religieux disent ne pas comprendre ce comportement, puisque depuis près de 30 ans, ils sont au service de la communauté villageoise de Kendoumaya. Kendoumaya, Kontaya, Tomboya, Ouyaya et j'en passe, la création des puits améliorés pour permettre une meilleure santé des populations en raison du choléra et du paludisme qui sévit. Nous avons fait la réfection de l'ensemble des ponts allant de Koya à Kendoumaya
Nous avons doté les villages de Kendoumaya, Kontaya, Tomboya d'un moulin à étuver le riz. Nous n'allons pas étaler tout ce que l'Église a fait en faveur des populations de Kendoumaya. Concernant le moine qui aurait tiré sur les villageois faisant un blessé par balle, les prêtres stipulent que celui-ci a fait des tirs de sommation en l'air pour repousser ces derniers. Mais jamais il n'a tiré sur la foule. Au village, même il y a une femme qui disait « Mais attends, il ne faut pas mentir ici. Tu t'es blessé dans la brousse là-bas et tu viens dire que c'est le fusil qui t'a touché, c'est les balles qui t'ont touché. » Il faut qu'on dise la vérité. Le frère n'a jamais tiré à bout portant sur la population. Un autre domaine situé à Kifinaria, non loin de là, est également revendiqué par les villageois. Selon les moines, ils auraient cédé quelques hectares aux habitants de ce côté pour calmer la situation. Mais ils ont dès le lendemain revendu ces terres. Les frères de la communauté Saint-Jean de Kendoumaya demandent que la loi soit appliquée dans cette affaire. Fin de calvaire pour les vendeuses de poissons, je vous le disais en titre, au port de Bonfi, dans la commune de Matam. Torres Holding Industries, en collaboration avec le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, ont inauguré ce jeudi une unité de fabrique de glace. L'usine située dans les environs du débarcadère va permettre aux femmes de ne plus effectuer de déplacement pour se procurer de la glace, une matière indispensable pour la conservation des produits halieutiques. Justin Leno, Aboubakar Kekebangora. Au débarcadère de Bonfi, c'est une immense joie pour ces vendeuses de poissons. C'est jeudi matin, une unité de fabrique de glace construite juste à côté du port est inaugurée en leur faveur. Son objectif, produire assez de glace que les femmes pourraient utiliser pour conserver leurs produits halieutiques. C'est une manière d'accompagner aussi l'autorité de la pêche guinéenne. C'est une manière d'accompagner la population qui n'avait pas où et comment garder leurs poissons. Ici, des milliers de poissons et d'autres produits ont pourri par manque de conservation et l'économie de ces femmes a négativement été impactée. Ça représente un ouf de soulagement pour notre département parce que notre souci, c'est améliorer les conditions de travail des populations de la pêche, notamment les femmes et les pêcheurs. Au dire des vendeuses de poissons, elles parcouraient des kilomètres à la recherche de cette matière, la glace, indispensable pour la conservation des poissons. Désormais, elles cohabitent avec l'usine de fabrique. Apparemment, ça n'est terminé pour ces calvaires dont elles ont été victimes. Il y a assez de vendeuses de poissons et de pêcheurs. Avec l'arrivée de cette usine de fabrique de glace qui s'ajoute à la glace amenée par des taxis, on peut remercier Dieu. L'unité est capable de produire 30 tonnes de glace par jour pour une durée de 8 heures de travail quotidien. Nous évoluons dans le transport, nous évoluons dans l'immobilier et nous prévoyons aussi évoluer dans d'autres secteurs. Mais pour le moment, c'est dans ces trois secteurs-là que nous évoluons. Son inauguration ce 30 septembre 2021 plonge les femmes dans une joie incroyable. Je suis contente parce que l'inauguration de cette usine dont mon fils est directeur, je suis heureuse. L'usine est composée de 2 salles spacieuses. Ici, fabriquer la glace n'est qu'une question de courte durée. C'est pourquoi toutes les embarcations que vous allez voir ici, ils sont munis de caisses isothermes. Ces caisses isothermes permettent de conserver le poisson qui est capturé en mer pour des jours avant même d'être livré aux consommateurs. C'est le 31 mars 2020 que les activités de construction de cette usine de fabrique de glace ont démarré avec l'implication de tous les acteurs du secteur des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. À Dar Salam, un quartier de la haute banlieue de Conakry, les habitants côtoient de plus en plus de grandes décharges du pays. Face à une telle réalité, ils ne peuvent plus supporter la cohabitation avec cette montagne d'ordures. Et ce lundi, les occupants ont haussé le ton tout en demandant aux nouvelles autorités de trouver très vite une solution idoine à leurs problèmes. Le problème avec Djibril Ba, Alseni Kamara, de retour de Dar Salam. Kedjatou vit auprès de cette décharge depuis plus de 20 ans. Au pied de la montagne d'ordures, elle côtoie une puanteur indescriptible. Pas question de trouver un logis ailleurs, alors qu'elle fait partie de nombreuses personnes qui ont été sommées de quitter en 2019.
Des machines ont tout démoli. J'étais là-bas. Je pleurais. Les militaires me disaient de quitter. J'avais une boutique ici. Tout est détruit. La vie des Kadiatou se résume avec ses taudis et ses petits-enfants qui leur redonnent l'espoir de croire à de meilleures conditions. Pendant la saison des pluies, elle n'est pas la seule à vivre avec la boue et les odeurs des immondices. Je n'ai rien pour ériger ce taudis. J'ai commandé. Tous mes enfants sont dispersés. Celui qui est avancé dans les études n'a pas pu terminer. À quelques encablures se dressent des abris d'infortune communément appelés la cité des déguerpis. Des jeunes pris entre l'insouciance et la haine ressassent encore les opérations de déguerpissement. Nous ne pouvons pas quitter ici. Où peut-on aller? Tout ce que nous demandons, c'est de nous restituer nos terres pour que nous puissions reconstituer nos vies. Nos tentatives pour recueillir les avis d'une entreprise spécialisée pour le recyclage des ordures juste à côté ont été vaines. Dans une situation exceptionnelle que vit le pays, une voix s'élève parmi les jeunes pour solliciter l'implication des nouvelles autorités. Les familles qui sont là, ils n'ont pas là où aller. Donc il faudra que on arrête un peu dans ce pays. L'injustice, il faudra qu'on arrête. C'est extrêmement important. Dar Salam ressemble à un quartier fantôme. Chaque saison, la localité présente un visage lugubre. Ici, tout est favorisé pour mettre en cause la santé d'une population. Combien de smartphones, d'ordinateurs arrivent chaque année en Afrique et particulièrement en Guinée? Difficile de répondre à cette question. Ce qui reste clair, ce sont des millions de smartphones et de tablettes d'ordinateurs qui se retrouvent tous les jours dans les tiroirs par faute de réparateurs. Pour résoudre ce problème, SPTech Academy a ouvert ses portes à Conakry. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes particulièrement. Et le point avec nos reporters Mamadou Saliouba et Aliouba. À quelques mètres du rond-point de Hamdallah, en face de la station Star, voici SPTech Academy, une école de métier unique en son genre où l'on forme des réparateurs de smartphones et d'ordinateurs. Les gens doivent être malins dans leur façon de s'orienter à l'université. Il y a des branches qui ont de l'avenir. Donc, dans la téléphonie, c'est quelque chose qui va toujours évoluer, c'est quelque chose qui va toujours... On en aura besoin. Tous les jours, il y a des téléphones qui sortent. Tous les jours. Aujourd'hui, plusieurs jeunes gagnent leur vie dans la réparation de smartphones. Mais beaucoup n'ont pas suivi de formation appropriée et arrivent à s'en sortir par miracle. C'était le cas de Fanta Girassi, qui aujourd'hui, après 2 semaines de formation, estime être capable de ne plus compter sur le hasard. On faisait des tâtonnements. Quand il y a un problème qui se pose, on ouvre le téléphone, on se dit peut-être c'est le réseau, on se dit peut-être c'est l'écran ou bien la batterie. Mais avec la formation là, j'ai compris où quand il y a un problème sur un téléphone, il faut connaître d'abord le téléphone ou bien un ordinateur. C'est en connaissant la chose qu'on peut traiter quand il y a un problème posé. Donc, en fonction de la formation là, j'espère et je suis sûre qu'en sortant d'ici, ça ne serait pas le cas comme avant avec mes clients. Convaincre les clients, minimiser le coût et sauver autant de téléphones et ordinateurs. C'est l'ambition de SPTech Academy qui veut placer dans le marché de l'emploi des jeunes professionnels capables de résoudre n'importe quelle panne sur n'importe quel smartphone et ordinateur. Si nous prenons un exemple d'un téléphone qui vient chez un client et le client dit par exemple j'ai un problème de réseau. Aujourd'hui, celui qui est dans la rue ne sait pas à quel endroit se situe le réseau. Pour lui, sa première réaction c'est d'ouvrir le téléphone et commencer par nettoyer et ensuite chauffer. Il remonte. Si ça marche, c'est bon, il a réussi. Mais aujourd'hui, ceux-ci que vous voyez là, ils savent à quel endroit précisément se trouve la partie réseau. Quels sont les composants spécifiques qui font le réseau? Pour éviter les mauvaises surprises, les formateurs lient la théorie à la pratique.
Le fondateur, lui-même informaticien, veut répondre à la demande du marché de l'emploi et permettre à des millions de jeunes de renoncer à l'immigration irrégulière. Lorsque l'étudiant s'inscrit, il doit acheter le matériel chez nous ici. Parce que nous avons des matériels qui encore pour le moment ne sont pas disponibles en Guinée. Nous les achetons à travers nos partenaires. Donc ils ont un lot de matériel qui leur permet déjà de démarrer leur entreprise. Voilà, ils ont une liste de 12 équipements qu'ils vont acheter chez nous et ça les appartient. C'est ce qu'ils utilisent dans leur salle de TP, c'est ce qu'ils vont utiliser lorsqu'ils vont aller à la maison pour utiliser le processus de microsoudure. Donc les matériels les appartiennent. Donc après la formation, ce sont ces mêmes appareils ou ces mêmes matériels que ces étudiants puissent utiliser pour démarrer leur propre entreprise de le début. En matière de technologie, la Guinée traîne encore le pas. Les universités publiques sont peu équipées. Spetech Academy veut rattraper ce retard en ouvrant des formations à langue locale aussi pour ceux qui n'ont pas été scolarisés. De la joie chez les auditeurs et téléspectateurs du groupe Adafo Média. 7 d'entre eux viennent de bénéficier d'un important lot de cadeaux. Ils sont composés de téléphones portables, de climatiseurs, de boîtes de mayonnaise et autres articles. L'objectif du groupe Adafo vise à renouveler sa confiance aux fidèles auditeurs. Marissa Camara, Alcénie Camara, reportage. Chaque année, le groupe Adafo Média impose un nouveau style pour capter ses auditeurs. Au compte de sa 14e saison, le slogan choisi est la légende continue. À cet effet, quelques auditeurs ont reçu des cadeaux grâce aux partenaires de l'entreprise. Une joie pour le service commercial. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez la radio Espace, c'est à travers les auditeurs. Sans eux, nous ne sommes rien aujourd'hui. Merci encore pour leur fidélité. Nous tenons à remercier également nos partenaires qui ont jugé nécessaire de nous accompagner depuis l'année dernière avec la rentrée majestueuse et cette année, c'est avec la légende continue. C'est déjà le plus grand média du pays, donc c'est une très grosse opportunité. Donc on vous remercie au fait de nous avoir sollicités. On est honoré par l'accompagnement pour votre rentrée. Après, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, en fait, nous cherchons aussi à avoir de la visibilité, à montrer aux gens effectivement ce que nous faisons, les différents produits au fait, qu'on vend, et à expliquer aux différents segments de clients que nous pourvoyons, c'est-à-dire les particuliers comme monsieur qui a gagné ici, ou les entreprises aussi comme Adafo Média. Adafo Média ne cesse de s'imposer dans le paysage médiatique guinéen. Pendant ce temps, ses grands partenaires, eux, continuent à lui faire confiance. La joie, c'est aussi chez les auditeurs qui reçoivent plein de cadeaux grâce aux différentes émissions. Je suis l'heureux gagnant du jeu organisé par Espace Média et je viens de gagner un téléphone Xiaomi Note 10. C'est à travers le site officiel de Espace TV qui consistait à deviner les gens qui devraient passer sur l'émission le lundi passé. Autre motif qui réjouit les auditeurs, c'est le professionnalisme dans le traitement de l'information, l'animation des émissions sur l'actualité guinéenne. C'est un grand plaisir de gagner encore un tel cadeau dans le locaux du groupe Adafo Média parce que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, j'ai gagné encore une moto. J'apprécie beaucoup leur travail et leur professionnalisme. Compte de sa 14e saison, les surprises sont grandioses. À date, 7 personnes ont bénéficié des cadeaux. Le service commercial du groupe Adafo Média de la mine Girassi déclare que la suite va être plus bonne. Une réunion de concertation s'est tenue ce matin entre le gouverneur de Boké et les 5 préfets de la région administrative. L'objectif de ce tête-à-tête vise à présenter les mémorandums des populations de ces différentes circonscriptions. Le point avec nos correspondants basés à Boké, Salifou Lifo Sissé et Sekou Diallo. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Boké qui a servi de cadre à cette rencontre. Elle a mobilisé les 5 préfets de la région, le directeur régional de la douane, celui de la police, le procureur du tribunal de première instance, ainsi que le commandant de la bataillon autonome du camp militaire. À sa prise de parole, le gouverneur de la région administrative de Boké a planté le décor pour rappeler l'objet et l'intérêt de la réunion. Notre entretien concernant les différentes difficultés que nous avons sur le terrain, les avantages qui sont sur le terrain
et comment la population a perçu justement l'arrivée de l'armée à l'arène de la commande. Alors, dans toutes les préfectures, il fallait que nous soyons au même niveau d'information. Et ça ne peut pas être fait si on ne convoque pas une rencontre. Pour mieux partager les informations des différentes préfectures, à tour de rôle, les participants ont pris la parole pour présenter des mémorandums. La préfecture de Koundara, effectivement, j'ai relevé quelques difficultés. Difficultés d'eau, parce que nous sommes réellement sevrés en matière d'eau. Difficultés d'électricité. Et surtout, ce sont les principaux, les primordiaux. Parce que vous savez que l'eau, c'est la vie. Et que si une préfecture comme Koundara, où la saison sèche, la population souffrait beaucoup. La cherté de la vie, c'est-à-dire le panier de la ménagère d'abord. Parce que le prix augmentait de jour en jour, grimpait de jour en jour. De ça, il y a un problème récurrent que j'ai souligné ici, c'est le problème de l'employabilité des jeunes. Et il y a un problème de roussal frigué avec la population, qui est un problème brûlant aujourd'hui à Fréa. Ces différents exposés ont démontré que les difficultés se valent dans les différentes préfectures de la région administrative de Boké. C'est pourquoi, dans sa conclusion, le gouverneur des régions a recommandé au préfet de suivre la démarche du CNRD. Nous les avons outillés de travailler de sorte à ce qu'il y ait la paix. La paix, parce que quand on dit le CNRD, Conseil national pour le rassemblement et le développement, ce rassemblement-là, c'est d'abord la paix. Et la paix repose sur certains éléments. Le pardon, l'amour du prochain, la cohésion, la concorde, alors j'en passe. Cette réunion de Boké a pris fin aux environs de 14 heures dans une totale satisfaction entre les participants. Restons à Boké avec une journée porte ouverte ce jeudi dans la salle de conférence de la préfecture. Elle a connu la présence d'une 50aine de participants venus des différentes préfectures du pays et les autorités locales de Boké. C'est un reportage de Fodé Oumar Kamara et Salif Lifo Sissé. Il s'agit des services techniques déconcentrés, les représentants des groupements d'intérêt économique, les fournisseurs d'intrants agricoles ainsi que les représentants des petites et moyennes entreprises encadrés par le projet Accède. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi le projet Accède évolue à Boké. C'est dans le cadre de développer effectivement toutes les actions qu'ils ont eu à mettre en œuvre. C'est vrai, le projet Accède vient aujourd'hui pour pouvoir dire à ces collectivités bénéficiaires que tout ce qu'ils ont pu donner à la préfecture de Boké, ils veulent maintenant que les élus locaux, la population, les communautés qui ont bénéficié de ces avantages, de ces expériences, puissent maintenant pérenniser. Ils essaient maintenant de prendre le projet en main. Cette journée vise à mettre en relation entre les EIE, PME agricoles évoluant dans les filières maraîchères et agricoles mises en place par le projet Accède et les fournisseurs d'intrants agricoles. Nous avions eu à organiser la même activité qui fut une réussite totale. C'est pourquoi on s'est dit que dans le cadre du projet Accède, il était important que cette même activité soit réitérée cette année pour que les producteurs et productrices du projet Accède, encadrés par le projet Accède, puissent bénéficier aussi de cette mise en relation. Les représentants des GIE et les entrepreneurs agricoles sont désormais mieux informés sur les catégories, les types, les avantages, mais aussi des inconvénients d'utilisation des intrants. Pour moi, c'est une belle occasion de mise en relation entre les groupements d'intérêt économique qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture et nous qui fournissons les intrants agricoles. Donc c'est une opportunité pour nous d'exposer les gammes de produits que nous avons et de les orienter sur les bonnes pratiques des intrants agricoles. Depuis 2017, le projet Accède a entamé ses activités à Boké. Il est financé par les Affaires mondiales Canada, mis en œuvre par un consortium constitué du Centre d'études et de coopération internationale. De Boké, direction Kankan, pour parler de la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe par les nouvelles autorités. Cette action est vivement saluée par plus d'un
Mais à Kankan, cette réduction du prix du litre n'a nullement impacté les coûts des transports urbains et interurbains. Les syndicalistes expliquent cette situation par la non-consultation de la base par les représentants nationaux avant toute décision. Ils demandent cependant à ces derniers de corriger le tir en vue de l'application effective des décisions sur le terrain. C'est un constat fait par Alpha Omar Koita, notre correspondant régional. La réduction du prix du carburant de 1000 francs à la pompe par les nouvelles autorités est loin d'être ressentie sur les coûts des transports tant chez les transporteurs interurbains que chez les conducteurs de taxis moto dans la commune urbaine de Kankan. Avant, quand le prix du carburant était à 9000 francs, Kankan Conakry dans le taxi c'était 200 000. Kankan Conakry en minibus c'était 170 000. Kankan Conakry dans le car c'était à 130 000. Le prix est resté intact pour le moment. Si par le passé les syndicalistes à la base étaient consultés par leurs représentants nationaux avant toute prise de décision, aujourd'hui la donne a changé, s'indigne le responsable administratif du bureau du syndicat indépendant de Kankan. Comme le temps passé, quand il y avait des augmentations ou diminutions du prix du carburant, les différentes structures syndicales recevaient des plis, des courriers qui notifiaient les différentes certifications, les différentes tarifications, je veux dire. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 fois, nous apprenons au même moment que la population l'augmentation des carburants, sur les prix des carburants, la diminution sur les prix du carburant. Ali Badra Diakité lance cependant une invite non seulement aux responsables syndicaux, mais aussi aux nouveaux dirigeants. Nous demandons aux responsables syndicaux et aux autorités à tous les niveaux de prendre des décisions concertées. Ce n'est pas à nous de fixer les prix, mais puisque nous sommes les acteurs du secteur, quand une décision impacte sur le secteur, on doit nécessairement impliquer les acteurs de ce secteur-là pour une bonne application des décisions prises. C'est le même constat chez les conducteurs de mototaxis qui plaident à leur tour pour la diminution du prix du carburant à 7 000 au lieu de 10 000 francs guinéens. C'est la même chose, hein? Même la taxi moto. Ici à Sogbe, c'est 5 000 francs. Nous, on n'est pas diminué. Avant, c'était à 3 000. Moi, je veux qu'on n'ait qu'à diminuer toujours, un peu. On n'est qu'à diminuer un peu. C'est ça que nous voulons. Bon, maximum à 8 000, soit 7 000. À 7 000, c'est bon. En attendant, les citoyens qui se sont abstenus de tout commentaire sur le sujet continuent à prendre leur mal en patience. À présent, qu'est-ce qu'a fait la une de l'actualité sportive ici en Guinée, mais aussi en Afrique et dans le monde? C'est tout de suite après ça. Pour parler sport, jeudi sport, nous recevons sur ce plateau Paul Fatia Tunkara. Bonsoir. Bonsoir, Daouda. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, les nouvelles, la première, vous nous dites que le département des sports décide de mettre fin aux cris liés aux primes dans les sélections. Oui, le ministre des Sports par intérim a reçu ce jeudi les responsables de la Fédération guinéenne de football. Objectif, placer chaque acteur face à ses responsabilités en vue du prochain regroupement du suivi national au cours de la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Istokera, ministre des Sports par intérim, s'est voulu également rassurant quant à la volonté de son département de vouloir mettre un terme définitif au cri, voire au débrayage au sein des sélections nationales pour cause de primes impayées. Mohamed Sissé et Ibrahima Souma ont assisté à au sorti de cette réunion. Le ministre des Sports par intérim, Istokera, s'est prêté à nos questions. Il a dévoilé l'essence de cette rencontre. On écoute cet élément de reportage de Mohamed Sissé et Ibrahima Kamara. C'est dans les environs de 9 h que les responsables du département en charge des sports et ceux de la Fédération guinéenne de football sont arrivés sur les lieux. La réunion a duré près d'1 heure, loin des caméras des journalistes. Le secrétaire général du ministère des Sports, par ailleurs ministre par intérim du dit département, dresse la recette de cette rencontre.
Bon, il s'agissait de la rencontre qui était programmée par le département en charge des sports dans les perspectives des prochaines rencontres du CILI national. Vous savez que nous devons jouer 3 matchs délocalisés au Maroc, l'un à Marrakech, le second à Agadir et le troisième à Rabat, notamment contre le Soudan en aller-retour. Il fallait, au cours de cette réunion, pour le département des sports, de mettre la Fédération guinéenne de football. Vous avez vu que tout le monde était présent, tous ceux qui sont présents aujourd'hui à Conakry, et puis le staff technique du CILI national et le cabinet du ministre des Sports, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Souvent décriés par les joueurs pour n'avoir pas payé les primes à temps, les responsables des sports guinéens s'engagent à mettre fin à cette vieille habitude au sein de l'équipe nationale. L'actuel patron des sports guinéens par intérim indique que les nouvelles autorités du pays ont pris l'engagement d'accompagner son département. J'ai aussi insisté sur le fait que désormais je ne souhaiterais plus qu'il y ait des cris autour des primes, parce que les choses sont très claires. Depuis 2020, il vous souviendra qu'en mars 2020, un arrêté conjoint avait été signé par les ministres des Finances, du Sport et du Budget, un arrêté qui est clair, qui est d'une clarté de cristal. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a plus de problème que doit se poser au niveau des footballeurs. Nous leur avons signifié le fait que le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, le CNRD, ont déjà donné les accords pour que toutes les indemnités et toutes les primes liées à ces différentes rencontres soient dégagées avant même le regroupement du Maroc. Alors que l'amateurisme dans la gestion des sports guinéens, notamment le football, est connu de tous, ce responsable du ministère des Sports invite les dirigeants de la FEGIFOOT et le sélectionneur français du CILI, Didier Six, à prendre leurs responsabilités. Voilà, il faut dire à nos téléspectateurs que pour plus de détails sur cet élément précis, peuvent être scotchés à Foot Express ce dimanche. Alors, vous nous dites également, amical AFIA contre TED Afrique, l'effectif du AFIA en plein rodage et Moussa Traoré de TED Afrique fait ses gammes. Oui, le AFIA FC poursuit ses préparatifs. Ainsi, le club TED Afrique, c'est un club de 2e division en vue de la saison sportive 2021-2022. Les deux clubs se sont affrontés en amical ce mercredi au stade Petit Sori de Nongo au terme d'un match à sens unique largement dominé par le AFIA FC. Le AFIA d'ailleurs qui s'est imposé face à cette modeste équipe sur un score de 2-1. Que retenir de cette rencontre? Est-ce le score ou le contenu? Nous avons posé la question au coach marocain du AFIA FC, Ben Cherifa. Voici sa réponse. Ce que je retiens, c'est qu'on essaie de répéter ce qu'on travaille à l'entraînement. Nos joueurs ne sont pas encore au summum de leur forme. On est en phase de beaucoup de fatigue parce qu'on travaille beaucoup durant la semaine. On est en phase de pré-saison et on n'a pas encore rentré dans la phase de fraîcheur où les joueurs ne sont pas fatigués, peuvent répéter plus d'efforts. Mais dans l'ensemble, je suis content. L'équipe de l'académie nous a donné un bon match et ça va nous permettre de trouver des thèmes sur lesquels on doit travailler durant l'entraînement demain jeudi et vendredi avant notre match du samedi. Le AFIA a démarré les entraînements, a repris le terrain, le chemin des pelouses depuis pratiquement 2 semaines pour mieux attaquer la saison sportive exercice 2021-2022 dont la date de démarrage a été reportée pour une date ultérieure par la Ligue guinéenne de football professionnel. Le club est encore en plein rodage, estime le coach marocain Ben Cherifa. Il estime que le AFIA est encore à 60-66% des préparatifs pour mieux aborder la saison sportive 2021-2022. Vous savez, on a beaucoup de nouveaux joueurs
disons qu'on est à 60-70%, parce que c'est avec les matchs que la compréhension entre les joueurs va arriver, et même dans l'état d'esprit, ça va. Le plus important, c'est de faire ce qu'il faut au niveau physique et au niveau technico-tactique, et puis dès que le championnat commence, il faut bien commencer. Merci. Marietou Traoré, le tout nouveau manager général du club TED Afrique, un club de 2e division. Il est parallèlement l'administrateur général de ce club. Il va s'occuper de tous les mouvements du personnel au sein de ce club. Lui qui est également président fondateur de l'Académie Génération Foot 224, partenaire à la prestigieuse Académie Génération Foot de Dakar, Moussa Traoré décline les prérogatives de ses nouvelles fonctions au sein de ce club. Oui, bon, pour la saison prochaine, mon objectif c'est de monter en Ligue 1 avec le planning que j'ai mis. Inch'Allah, j'atteindrai mon objectif. En tout cas, j'ai commencé le travail parce que vu le groupe est nombreux, donc j'ai divisé le groupe à 2. Il y a un groupe qui se trouve à Koya et il y a un groupe qui se trouve à Conakry, ici, qui s'entraîne ici. Donc on est en train de voir les meilleurs parmi les deux équipes, on puisse les réunir pour atteindre notre objectif. Oui, tout c'est à moi, c'est sur l'administrateur général en même temps et puis le manager général. L'arrivée, la rentrée des joueurs, sortie, déplacement, le personnel, tout ça à mon niveau. C'est pour cela que vraiment je remercie le bon Dieu, la confiance portée à ma personne et Inch'Allah, ils ne seront pas dessus. Moussa Marietou Traoré, le tout nouveau manager du club TED Afrique pour les 5 prochaines années. Il est président fondateur de l'Académie Génération Foot 224. Comment va-t-il pouvoir concilier ses fonctions de fondateur, du président fondateur de l'Académie Génération Foot, qui est sans doute son bébé, à son nouveau fils adoptif, le club TED Afrique? Nous lui avons posé la question. Pour lui, il va être réglo comme un papier de musique pour pouvoir concilier les deux fonctions. On écoute à nouveau Moussa Marietou Traoré. Comme vous l'avez si bien dit, l'Académie Génération Foot, c'est mon bébé. Et TED Afrique, c'est mon enfant adoptif. Donc, et puis, l'autre, c'est une académie, l'autre, c'est un club d'élite. Donc, il y a un programme qui les diffère. Donc, ça ne va pas me causer des problèmes. Vu que je suis un ancien footballeur, donc j'ai un bon planning pour ça. Et j'en suis sûr que je pourrai m'en sortir. Espace TV, c'est aussi la télé de découverte, la télé de révélation, la télé qui jette les projecteurs sur des talents bruts. Nous avons rencontré un jeune âgé seulement de 11 ans, tenez-vous bien. Il s'est fait remarquer par cette belle mesure d'expression, par un timbre vocal impeccable. Et il a analysé cette rencontre qui s'est jouée sous son regard inquisiteur. Il était présent dans les travées du stade Petit Séouri de Nongo. Il s'appelle Alcini Tunkara. Écoutez-le. Et vous allez également l'apprécier. Bon, je retiens du match que lorsque les gens étaient en train de jouer, ils ont bien joué. Les Bleus, l'autogol des Bleus tiré par Siba, je crois que le gardien n'a pas eu la peine. Il croyait que le joueur il allait donner la passe à lui pour dégager. Donc le gardien n'a pas fait intercession. C'est là que le but est entré. Pour la peine aussi de l'autre joueur, il a bien fait, il a bien cadré le ballon, il a bien réfléchi. Puis il a tiré de toutes ses forces pour marquer le tir. Le deuxième but aussi, le troisième but des Blancs, et que les Bleus aussi, ils croyaient qu'ils allaient égaliser. Ils se sont donné une chance, pour marquer. Maintenant, dès qu'ils se sont donné une chance, maintenant, ils ont tout gâté. Je crois que c'est la défense qui n'a pas un peu géré tout ça. Maintenant, le joueur, il a tiré, puis ensuite, maintenant, il a marqué. Ce qui m'a personnellement marqué est que les Blancs, ils ont eu beaucoup d'avantages, mais ils ne sont pas pu marquer. C'est ce qui m'a vraiment choqué, quoi. Parce que tous les avantages là sans pouvoir marquer, c'est bizarre. Et si c'était le début d'une carrière? Oui, cette question, cela pose bien. Ouais. Ça tombe bien de le retrouver également dans Foot Express, sur Espace TV. Oui, bien sûr. Et voilà, pour dire encore mieux sur ce qu'il sait faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, Paul Fatia Tunkara, merci. Merci pour toutes ces infos sport. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir regardé. Une édition qui a été réalisée par Malik Sangiana Kamara et Marissa Kamara à la technique, Lamine Silla, Aboubakar Fotesouma. Merci à toute l'équipe et au revoir.